troisième vidéo de ces différents modules qui ont vocation, je l'espère, à aider celles et ceux qui les regarderont, progresser en art oratoire, progresser dans la confiance en soi pour la prise de parole en public, dans des méthodes qui vont aider. On abordera dans cette vidéo la question du non-verbal, principalement, donc tout ce qui a trait au regard, au silence, à la question de la gestuelle, même si, comme je l'ai évoqué, je ne suis pas fan du singulier devant la gestuelle. Il y a différentes gestuelles qui s'adaptent non seulement à l'orateur, il ne faut pas que vous trahissiez non plus, que vous trahissiez ce que vous êtes et vos mouvements naturels. Il s'agira d'enlever en revanche les mouvements parasites. Donc le non-verbal et également la question de la peur de la prise de parole en public, étant entendu qu'il n'y a pas de remède miracle, mais nous pouvons en dire deux ou trois choses qui ont vocation à véritablement aider pour la voir différemment et certainement plus comme un ennemi. Je voudrais simplement, avant de rentrer sur la question de la peur et du non-verbal, rectifier quelque chose. Dans la vidéo qui porte sur la question du plan et de la structure du plan, j'ai évoqué tout ça dans le détail dans cette vidéo-là, sur comment est-ce qu'on fait pour avoir son plan clair et bien présenté avec la méthode en rhétorique vieille comme le monde de l'exorde, de l'argumentation et de la péroraison. Mais je voulais également vous montrer simplement très brièvement ce à quoi ça ressemble. C'est malheureusement fait avec les moyens du bord, sans imprimante pour cause de confinement, Covid-19. Merci le pangolin, ou je ne sais même plus comment s'appelle l'animal. J'espère vraiment qu'elle était bonne, cette chauve-souris. Mais voilà, je veux vous montrer un petit peu à quoi ça doit ressembler. Au fur et à mesure que vous aurez fait, comme on l'a dit dans l'autre vidéo, les idées sur un bout de papier, que vous aurez parlé votre sujet, que vous aurez pensé votre sujet à voix haute, que les idées vont se dessiner, vous allez au fur et à mesure créer votre fil conducteur, votre fil d'Ariane, vos idées et votre plan. Et ce qui doit être pour vous clair et visible, tel qu'on l'a expliqué dans l'autre vidéo, ça ressemble grosso modo à cela. Attention, effets spéciaux. Je me lève et je viens. Je ne sais même pas si on arrivera à voir clairement, mais voilà, là vous pouvez voir, donc ici il y a l'exorde. Idée 1, vous pouvez mettre les idées, donc en gros mais en petit toujours pour que ce soit vraiment clair dès le moindre coup d'œil, que ça ne nécessite pas de braquer l'attention sur votre feuille, car plus vous regardez la feuille, moins vous êtes avec l'auditeur et l'auditoire. Par exemple, typique, je veux dire, sans musique, la vie ne serait qu'une erreur, c'est une phrase de Nietzsche, je me mets en gros, Nietzsche, musique, mon cerveau sait de quoi je parle. Et ainsi de suite, clairement détaillé, avec la péroraison à la fin, et alors là, il n'y a qu'une feuille, mais vous pouvez avoir plusieurs feuilles, il n'y a aucun problème évidemment, c'est pour vous montrer la structure. Et une fois qu'on a cela, c'est ça qu'on a en face de nous au moment de plaider. On l'a dans notre esprit et sur notre feuille, et on peut mettre en pratique tous les différents conseils qu'on a vus sur le silence, sur la manière de présenter les arguments, et ceux qu'on évoquera ensuite, le regard, la gestuelle, le non-verbal, etc. Mais voilà, je voulais montrer un petit peu de manière... avec un schéma, disons, on peut appeler ça comme ça, ce à quoi doit ressembler ce plan qui a vocation à aider pour s'émanciper, pour s'éloigner de l'antithèse de l'éloquence, à savoir un discours intégralement rédigé, que trop d'orateurs se contentent de déclamer avec exagération et une rapidité qui n'est pas en adéquation avec le rythme de la compréhension de l'auditeur, qui n'est pas en adéquation donc avec l'éloquence. Je reparlerai un petit peu de la question du rythme plus tard dans le non-verbal. Mais donc, avant de parler du non-verbal, évoquons une seconde la question de la peur. C'est quelque chose qui revient sans cesse. Il n'y a pas de concours et il n'y a pas de conférence que j'ai eu le plaisir de faire sans qu'une ou deux personnes viennent évoquer cette question-là. En général, quand on fait des conférences, des masterclass, ceux qui font des conférences le savent bien. En tout cas, moi, quand j'ai eu à en faire, il vient un moment où j'aime bien donner la parole au public pour qu'il pose toutes les questions qu'il souhaite après la présentation. Et en général, la question de la peur revient au moins 3-4 fois. Donc, il faut en parler clairement. Beaucoup de personnes se retiennent des années durant de faire des interventions à l'oral, de faire des concours d'éloquence, des concours de plaidoirie, quoi que ce soit qui a trait à l'art oratoire et à la prise de parole en public, à une forme d'exposition, parce que vous disent-ils, franchement ça me tente, j'aimerais bien, ça me plairait bien, mais je serais incapable de faire ça,
j'ai peur. Je serai incapable de faire ça, c'est mieux. J'ai peur. Je veux d'abord dire que la peur ne doit pas être vue, à mon sens, comme un ennemi. Et là-dessus, les plus grands orateurs qui ont écrit sur l'oratoire ou qui ont peuplé, que ce soit la tribune politique ou le barreau, avaient au moins un point commun, c'est la peur. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de plaideur, il n'y a pas de tribun qui, avant de prendre la parole, vit ce moment de torture savoureuse qui est l'adrénaline qui monte, l'extase, l'appréhension, la peur. Ça fait partie du jeu et c'est même vital pour le jeu de l'éloquence. N'ayez pas peur d'avoir peur. Et le jour où vous cesserez d'avoir peur, c'est là où il faudra peut-être un peu s'inquiéter. Pour la simple et bonne raison que la peur, ça veut dire d'abord la volonté de bien faire, ça veut dire le doute. De douter de soi, c'est salvateur, il n'y a que les imbéciles qui ne doutent pas. Ça veut dire douter un peu de ce qu'on a fait aussi, mais la peur n'entraîne pas forcément une perte de confiance absolue. Croyez-moi bien là-dessus, la peur est là pour nous aider. C'est un peu quelqu'un qui nous prend par la main jusqu'au moment où on va plaider et qui, au fur et à mesure que l'on est dans l'eau, elle s'en va, elle se dissipe, elle s'amenuise au possible. C'est vraiment, j'évoque l'eau parce que c'est un peu le même système. Vous savez, cette eau froide ou tiède à la piscine ou autre, au départ, on est un petit peu réticent, et une fois qu'on est dedans, on n'a plus envie d'en sortir. L'éloquence connaît le même mécanisme. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la peur fait partie intégrante du talent. J'évoquais dans une des vidéos la formule de Sarah Bernhardt, on peut la redire. Lorsque Sarah Bernhardt, qui était une immense actrice, faisait des formations, des cours, des conférences, une de ses étudiantes était venue lui dire à la tribune « Moi, j'avoue, lorsque je vais monter sur scène, je n'ai pas peur. » Et Sarah Bernhardt de lui répondre « C'est pas bien grave, ça viendra quand vous aurez du talent. » La peur fait partie intrinsèque du talent. Il n'y a pas de talent sans peur parce que c'est une forme d'élégance de l'âme d'avoir peur. C'est si vrai d'ailleurs que même Sacha Guitry, qui était aussi un immense homme de théâtre, avait cette formule dans une des pièces de bureau, et son fils qui va monter sur scène, Sacha Guitry donc va pour lui donner des conseils, et la première chose qu'il lui demande c'est « Avant tout, as-tu peur de paraître en public ce soir ?» Réponds franchement. « Oui papa, j'ai peur », lui répond son fils. Et Guitry de répondre « C'est bon, ça c'est très bon. Il a peur, tu vois, il a compris, c'est que c'est un artiste. Le talent n'est pas un ennemi, le talent n'est pas un adversaire. Il ne partira jamais vraiment, ils sont innombrables les avocats qui témoignent, après 20 ans ou 30 ans de bar, qui ont toujours la peur, la boule au ventre, avant de plaider. Je vous disais avoir fait quelques stages dans des vidéos, j'ai eu le plaisir de côtoyer des avocats, je tairai les noms parce que je n'ai pas vocation à donner de noms, mais ceux qui m'ont fait la bienveillance, l'amitié de m'accueillir dans leur antre avant de commencer, avant d'aller plaider, il ne faut pas leur parler pendant 1 heure. Chacun gère la peur à sa manière, mais j'ai vu des avocats pendant 1 heure de route jusqu'au tribunal ou même en allant en prison pour plaider devant le juge d'application des peines, il ne fallait pas leur parler. Eux qui étaient pourtant si bavards, si disaient à l'accoutumée, c'était le silence des cimetières parce qu'ils étaient déjà dedans, parce qu'ils étaient déjà un petit peu tétanisés par la peur. Mais cette peur s'en va et s'évapore ensuite. Le plus dur, c'est la première fois. Nombre de candidats que j'ai côtoyés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, que je voyais en faisant les concours et qui étaient toujours sur la retenue, ils n'y allaient pas, ils y sont allés une fois, et puis ensuite ils étaient comme libérés. C'était effectivement la première fois qui était difficile. Ensuite la peur sera encore là, mais en fait la pratique, et c'est pour ça que tous ces concours d'éloquence dans les facs de droit, dans les écoles de commerce, sont si importants. C'est une futilité essentielle, si j'ose dire. Parce qu'effectivement, c'est pas bien grave, et on s'en fout royalement de qui gagne, de qui perd, et parfois c'est une caresse narcissique permanente, c'est un entre-soi qui est dérangeant. Tout cela est vrai, mais rien n'est parfait. Les concours d'éloquence ont quand même ce mérite de la pratique. C'est une forme de pratique, c'est une forme de confrontation permanente encore et encore à sa parole en public, ce qui permet d'appréhender différemment la peur sans l'annihiler. Elle ne disparaît jamais véritablement.
Même là, moi, devant mon iPhone avec ma pomme, cette pomme et ce trou qui me regarde, il y a une forme d'appréhension. Elle est étrange et elle est différente de celle qui peut être la peur devant un auditoire. Mais il y a toujours quelque chose, parce que parler, c'est s'exposer. Donc c'est naturel et il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Puis comme je vous disais, et ça, vraiment, la plupart des gens pourront vous le dire, la peur, elle est vraiment présente un petit peu avant. Et plus on est dedans, plus elle s'estompe. Elle disparaîtra, votre peur. La peur laisse place au plaisir, lorsqu'on est dedans. Et puis quand on analyse un petit peu les raisons qui motivent notre peur, il faut quand même reconnaître qu'elles ne sont pas toujours fondées. D'abord, il y a cette idée que c'est fait pour les autres, première erreur. Il y a cette idée que quelque chose est dur. Oui, quelque chose est toujours dur avant qu'on le fasse, mais une fois que c'est fait, ça nous semble facile. Et puis beaucoup ont aussi une appréhension de la forme d'exposition, parce que l'exposition, ça veut dire la critique. Certains ne sont pas prêts à s'exposer à la critique. C'est si vrai que, encore récemment, lorsque je faisais une berrier, pour certains, ceux qui ne connaissent pas, c'est un exercice singulier, mais que je conseille parce que c'est salvateur. Vous faites une espèce de petite plaidoirie sur un sujet donné devant 12 secrétaires de la conférence du stage, 12 avocats, et après, ces derniers ont vocation à gentiment, disons les choses telles qu'elles sont, vous détruire. Bon, mais au-delà même de cet exercice-là, quand j'ai fait cet exercice, je me dis, je serais incapable de m'exposer à ce point à des critiques acerbes. Mais au-delà même de la Berryer, où ça a vraiment vocation à vous taper pour le plaisir, dans les autres concours, les gens ont peur de s'exposer parce qu'on a parfois peur du qu'en dira-t-on, on a peur du regard des autres. Mais bon sang de bonsoir, expression non utilisée depuis Mathusalem non plus, de quoi avez-vous peur? De qui avez-vous peur? Personne n'a le droit de vous prendre cette possibilité de progresser. D'autant que les critiques des gens, franchement, mesdames, messieurs, pour ce que ça vaut, parce que c'est simple, de deux choses l'une. Soit la personne qui vous regarde, qui vous juge, qui vient vous parler, vous fait un retour sur votre prestation. C'est un avocat, un magistrat, un procureur qui a 30 ans d'exercice derrière lui, 20 ans d'exercice, qui a l'habitude de la confrontation à la parole en public. S'il n'est pas trop bête, il va être avant tout bienveillant. Pédagogue, jamais gentil pour le plaisir et juste pour vous faire plaisir, mais ce sera toujours avec de la bienveillance. Soit quelqu'un n'a jamais fait aucun concours et il n'a pas le droit de citer. Il peut dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, merci bien, on repassera pour prendre ton avis. Pourquoi pas être ouvert à l'avis de tout à chacun, c'est bien, c'est un exercice de modestie. Mais diantre, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que les gens vont dire? Et croyez-moi, je vous le dis, mais là un petit peu personnellement, à force d'avoir fait des concours, j'ai toujours eu le droit à des gens, parfois que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et qui viennent vous dire c'était pas mal, mais j'ai préféré il y a 2 ans quand t'as fait ci, quand t'as fait ça, c'était pas mal, mais t'es pas très en forme aujourd'hui. D'accord, et toi, t'en as fait combien des concours? Ah non, moi, je suis plutôt. Voilà, je regarde quoi. Vous voyez, un peu comme le commentateur de foot qui sait pas faire 3 jongles. Bon, aucune des raisons foncièrement qui nous poussent à avoir peur ne sont. Elles sont rationnelles, mais elles ne sont pas pertinentes. Et de toute manière, cette peur-là, non seulement elle est bénéfique parce qu'elle vous pousse à vous améliorer, et en plus, une fois dedans, elle a vocation à s'estomper. Alors, est-ce qu'il y a des techniques pour la maîtriser un petit peu? Oui, d'abord et avant tout, il n'y a pas de secret, vous avez beaucoup moins peur quand vous êtes sûr de vous sur le fond. C'est simple, c'est bête, mais il faut le redire. Quand on sait, avec un plan clair sur notre papier et dans notre esprit, qu'on a l'exorde et la péroraison et l'argumentation, de telle sorte que je sais d'où je pars, où je vais et comment j'y vais, je me sens, grâce à cet enclos qui me permet une forme de liberté, je me sens infiniment apaisé, rassuré. J'ai beaucoup moins de raisons d'avoir peur. Je sais, pour avoir parfois mal préparé des interventions, la peur était exacerbée lorsque je sentais que sur le fond j'étais bancal. Mais lorsque sur la forme et sur le fond vous êtes préparé, vous avez fait cet exercice d'exigence de préparer un plan clair et des arguments clairs et une structure et une argumentation pertinente et limpide, la peur déjà est beaucoup moins présente. Ensuite, dans l'exercice en lui-même, là encore, c'est des formules bateau, mais je remarque que très peu le font. La respiration. Sur 10 candidats, vous en avez 8 ou 9 qui ne prennent pas le temps de prendre le temps avant d'être maître du temps, à savoir de plaider, avant de commencer.
il faut utiliser cette respiration-là. Déjà avant même, quand vous êtes dans le Uber, dans le métro, ou en voiture, ou en scooter, avant d'aller à un exercice d'intervention, faites-vous violence pour faire un exercice de respiration pendant au moins 10 minutes. Ou 5 minutes si vous le pouvez. Et ça, juste avant de parler. Vous avez toujours un petit laps de temps. Entre le moment où on vous appelle à la barre, où on vous appelle à la tribune, où on vous donne le micro, et le moment où vous allez commencer à parler. Prenez-le ce temps-là. Moi, je sais qu'à chaque fois que je commence, que je vais plaider quelque chose, que je vais faire une intervention, il y a un petit moment entre le moment où on vous annonce, où on annonce votre sujet, vous savez que ça allait être à vous. J'ai déjà commencé à intérioriser. Et au moment où je vais commencer à me lever, à mettre mes feuilles en ordre, à aller vers la tribune, ça se voit pas, les gens, ils sont dans l'attente, ils applaudissent, il fait sombre. Pas besoin de faire un yoga devant tout le monde, mais déjà, ça va mieux. Vraiment. Faites en sorte que ça devienne mécanique, récurrent, l'exercice de la respiration avant de commencer à parler. Il y a ensuite la question du positionnement. C'est simple, le corps est une machine, à bien des égards, et il y a des positions qui, par manque de stabilité, accentuent l'effet de la peur et également permettent à la peur de se voir, d'être manifeste dans votre corps. Je m'explique, là-dedans tout passe par une forme de structure. C'est-à-dire que il faut que vous soyez clairement bien positionné. Alors je ne sais pas si on verra bien là avec la vidéo, mais en tout état de cause, il faut être de telle manière que vous soyez bien ancré au sol. La question, je sais, un avocat m'avait dit il y a longtemps de cela, si tu veux voir progresser au niveau de la stabilité, de la gestuelle qui aide à être un petit peu moins stressé ou que ça se voit moins, fais dans le métro, mets-toi entre les deux rames et ne touche à rien, ne prends rien. Et tu vois, si tu arrives à rester stable au moment où le métro arrive à la station, c'est que tu étais bien positionné. Il faut avoir un équilibre au niveau des jambes. La CR7, Cristiano Ronaldo, vous voyez, il ne s'agit pas d'être comme ça, c'est pas la position chasse la neige, mais il faut trouver un moyen d'être bien ancré. Une forme, il faut un peu écarter les jambes, et lorsque vous êtes bien au sol, bien ancré, avec votre pupitre devant vous, vous avez déjà une stabilité qui aide à être un peu plus apaisé. Beaucoup trop de candidats commencent comme ça, avec les jambes croisées, je ne sais pas très bien si on le voit ou pas, mais là, inévitablement, ça va commencer à trembloter, ça va se voir, ils vont voir la bougeotte, ça va faire ça, et ça devient du moonwalk de l'éloquence, quoi. C'est-à-dire que, non, il faut être bien ancré au sol, respirer avant de commencer. Déjà, ces deux choses-là. Et ensuite, une question toute bête, le contact avec la matière rassure. Si vous avez une table devant vous ou un pupitre devant vous, vous verrez si vous allez à des audiences, nombre d'avocats, quand ils commencent à parler, mettent les mains à peu près sur les côtés du pupitre ou en dessous, enfin quelque chose qui a un contact avec la matière, sans être avachi dessus, mais un contact avec la matière. Prendre le pupitre par les mains, ou là par exemple j'ai une table, j'aurai mon discours devant moi, il est à proximité, jamais mettre les feuilles comme ça parce que c'est compliqué, les gens vont être en tête à tête avec votre cuir chevelu, à une distance raisonnable, et vous commencez comme ça. Et après au fur et à mesure, c'est juste qu'au début en fait, vous allez être juste apaisé. Respiration, jambes, contact avec la matière, et au fur et à mesure que vous allez être à l'aise dans votre discours, vous verrez que naturellement, les mains commenceront à être le prolongement de votre verbe. Vous n'aurez pas à gesticuler dans tous les sens, ça on y reviendra si certains ont des gestes parasites, mais ces méthodes-là permettent d'être apaisé et de réduire cette peur et cette accélération cardiaque. Le silence et la respiration d'avant la plaidoirie est important parce que ça permet de prendre conscience finalement de son accélération cardiaque et on se dit, on s'envoie comme un message, on se calme. Ça va aller. Le contact avec la matière, c'est si vrai que certains conseillent même de parler avec un stylo par exemple dans la main ou autre chose. Beaucoup disent prenez quelque chose dans la main, vous verrez ça apaise. Oui, parce que le contact avec la matière apaise et qu'en fait on transfère un petit peu sur la chose notre peur, mais c'est une erreur fondamentale parce que vous verrez très vite que lorsque quelqu'un parle, plaide ou conférence, discours avec quelque chose dans la main, de manière inconsciente, il aura tendance à jouer avec, à le passer de main en main
Et inévitablement, l'auditeur va plus se concentrer sur le geste parasite du stylo que sur ce que raconte l'auditeur. Enfin, là encore tout simple, mais vous pouvez vous concentrer sur le plaisir que vous allez prendre. Dites-vous, je vais passer un moment de 10 minutes à parler, à convaincre, à défendre, à accuser, que sais-je. Mais quel exercice plaisant. Je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Je vais prendre du plaisir. C'est mon occasion. Il faut désacraliser la chose. Il faut tout désacraliser. L'éloquence est sacrée, mais l'exercice doit être désacralisé. Je vais m'amuser. D'autant que les conséquences, alors pour ceux qui seront amenés à plaider avec la défense d'un homme entre les mains, c'est encore un autre débat, mais foncièrement, avant d'en arriver là, les conséquences sont rarement dramatiques. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce qui aide à canaliser la peur. Venons-en maintenant à la question essentielle du non-verbal. Alors, je dis question essentielle, mais je veux tout de suite préciser, mesdames, messieurs, si vous avez lu sur l'art oratoire, si vous avez vu des conférences, que sais-je, YouTube, TEDx, des professeurs de rhétorique moderne, il y a quand même une tendance à exagérer la puissance du non-verbal. Le non-verbal dans le discours, c'est-à-dire tout ce qui n'appartient pas aux mots, le silence, le regard, le geste, la posture, les mains, cela a assurément un impact conséquent, fécond le plus souvent, utile, nécessaire, mais certains ont tendance à exagérer sa portée, ses effets et sa force. En fait, vous verrez parfois, vous entendrez, le discours c'est 60%, la force de convaincre, c'est 60% le langage du corps, 30% les inflexions de la voix, et finalement, bon an, mal an, 10% les mots. Oui, mais si vous enlevez ces 10% là, et que vous gardez que le langage du corps, bah vous êtes danseuse, danseur, mais assurément pas orateur. Donc il ne faut pas exagérer cette étude, d'autant que c'est une étude à la base d'un excellent professeur, psychologue également, Albert Mehrabian. Il ne faut pas exagérer la chose. D'ailleurs, cette étude a été longuement critiquée. C'est intéressant, alors je ne vais pas être dans le détail exhaustif ici de la critique qui a été faite, mais cette étude est critiquée. Néanmoins, qu'on s'entende bien, elle dit des choses extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes. Et il est certain que l'éloquence, c'est un corps en action, un corps en mouvement. Il faut une osmose entre le dire et l'agir, une osmose entre la parole, mon verbe et mes gestes, entre mon ton et le fond, entre mon regard, mon silence et le moment d'éloquence que je veux faire naître. Bien sûr, il y a tous ces liens consubstantiels. Donc ça, il n'y a pas de doute. Simplement, il ne faut pas avoir tendance à exagérer la chose et à être obnubilé par la question du non-verbal. Mais il y a du vrai dans tout cela et nous allons essayer de relever les points principaux que vous devez respecter pour vraiment progresser en art oratoire. D'abord et avant tout, à mon sens, si vous devez en retenir qu'un, ce serait celui-là. Voilà, ça. Le silence. Alors là, dans le cas d'une vidéo, vous avez dû vous demander si ça bug, mais le silence, ou si je bug. Mais le silence, c'est une magie sans artifice pour l'orateur. Magie noire. Magie sacrée. Ce n'est pas un artifice et il faut savoir en user assurément sans en abuser. Mais se priver de silence, c'est se priver de l'essence même de la musicalité du discours. Il n'y a pas d'éloquence sans musique et il n'y a pas de musique sans silence. Vous devez bien comprendre cela. N'ayez pas peur des silences. Trop d'orateurs sont, comme disait Sénèque, dans le torrent de paroles et il faut les attraper au vol. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes maître du temps, maître du silence lorsque vous parlez. Et le silence va venir se marier avec votre discours, avec sa mélodie. Parce qu'il ne faut pas confondre les silences et les blancs. J'y reviendrai. En tout état de cause, il y avait donc d'abord ce silence que j'évoquais
tout à l'heure, le silence avant de commencer. Il est sacré, le silence avant de commencer à parler. Il ne doit pas durer 17 minutes, mais quelques instants avant de commencer à parler. Monsieur, vous avez la parole. 1, 2, 3. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal. Ce petit silence-là, il est avec vous, et même mieux, je vais vous dire, vous commencez à plaider avec ce silence-là. L'immense orateur, qui était Jacques Charpentier, auquel je me réfère beaucoup ici, avec joie d'ailleurs et avec reconnaissance pour l'ancien bâtonnier, il y a un passage que je veux vous lire, qui est dans le livre de Thierry Lévy, un immense avocat qui malheureusement est décédé, et Jean-Denis Bredin, également avocat et académicien. Le livre s'appelle « Convaincre ». C'est absolument passionnant, c'est sur le ton du dialogue entre Thierry Lévy et Jean-Denis Bredin, sur l'art oratoire, sur l'éloquence, au fil des siècles, des sujets, c'est absolument passionnant. Et concernant le silence, il y a ce passage que je veux vous lire. Alors là, c'est sur le silence de la fin, de la péroraison, parce qu'on peut faire un silence au début et on peut faire aussi un silence à la fin. C'est un peu plus difficile le silence de la fin, mais il peut être sublime si vous l'amenez d'une belle manière. Voilà ce que dit, c'est Jean-Denis Bredin qui parle. Il était à la bibliothèque de l'Ordre des avocats de Paris, et Jacques Charpentier faisait un discours en l'honneur d'un ami à lui qui était parti, et il fait donc un bon discours, un beau discours et un long discours. Et Jean-Denis Bredin, qui était témoin de la scène, dit ceci. Il a terminé par ces mots. Il y a peu de mots d'orateur que j'ai retenus par cœur. Il dit ceci. Et maintenant, que reste-t-il? Il parlait sans un geste et à ce moment, il levait les yeux fixés sur la table devant lui. Que reste-t-il? Tourner le dos au siècle, se révolter jusqu'au bout, attendre le dernier train qui vous emportera. Ces derniers mots, dit Jean-Denis Bredin, sont restés suspendus. Suspendus à quoi? Suspendus au silence qui les a suivis. Un silence dans lequel le discours continuait encore. De longues minutes. Puis tout à coup, il replia ses notes. Ce geste disait soudainement que le discours était fini. Et le silence et l'émotion, les applaudissements ont éclaté à l'instant même où Jacques Charpentier l'avait décidé. Non pas au bout de ses paroles, mais au bout de ses silences. Donc le silence a de la magie, le silence de la fin, c'est vrai pour la fin, donc vous pouvez, selon le sujet et selon la cause et selon votre capacité, si vous ne sentez pas, c'est du sublime qui n'est pas évident à maîtriser, mais ça peut le faire. Je pense que ça dépend vraiment des sujets. Moi je sais que je l'ai essayé une fois et ça a marché. Et parce que j'étais vraiment sincère, il s'agissait d'évoquer les maîtres disparus dans le sujet que j'utilisais. J'ai fini ma phrase, et c'est à la fin de mon silence que les gens ont compris que j'avais terminé. Et c'est un moment unique à vivre. Donc ça peut être tenté. C'est pas une obligation, loin de là. Mais c'est pour vous dire la magie du silence. La magie du silence d'avant l'éloquence aussi, d'avant la parole. Là, je vous disais celle de la péroraison. Il y a un autre avocat dont l'éloge avait été faite, cette fois par Jean-Denis Bredin lui-même. Jean-Denis Bredin fait l'éloge du bâtonnier Fourcade. Et voilà ce qu'il dit, c'est très court, mais c'est fort intéressant. À propos du bâtonnier Fourcade, quand il se levait à la barre, qu'il allait plaider, avant qu'il n'eût parlé, s'écouter, ce silence étrange où se taisent les plus grands orateurs. Il y a donc le silence d'avant votre parole, qui fait partie de votre parole, qui fait partie de votre éloquence, que vous devez prendre avec vous. Et le silence, donc j'ai parlé du silence avant, le silence après, on peut évoquer rapidement le silence pendant, c'est une figure de rhétorique. Rien de mieux, si vous voulez, que l'alliage entre une question rhétorique et un silence. Si vous avez un sujet à traiter, si vous voulez réveiller vos juges, les interpeller, vous pouvez le faire. Et vous, Monsieur le Président, quel être vous manque le plus? Et vous, Monsieur le Président, vous, Madame le juge, n'auriez-vous pas, comme Camus, préféré à la justice votre mère? Vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je vous demande de vous poser la question un seul instant. Si quelque chose était à refaire dans votre vie, que referiez-vous?
Eh bien, pour ma part, assurément, vous voyez, mais question rhétorique plus silence, une fois ou deux fois dans le discours, et ça sublime votre intervention. Précision importante, le silence, ce n'est pas un blanc. Il ne faut pas confondre le silence éloquent et le blanc gênant. Il y a des blancs qui sont gênants et il y a des silences qui sont sublimes. Le blanc, en général, c'est celui qui a appris le discours par cœur et qui cherche, trifouille un peu dans sa mémoire parce que ça ne vient plus. Le blanc, c'est celui qui a son discours et qui se perd et ça finit dans un... excusez-moi. Et il repart. Non, alors déjà, pas excusez-moi, trouve un remède, un recours, pas excusez-moi. Ça sert à rien, excusez-moi. Donc, celui qui est dans le par cœur et celui qui lit un discours, souvent il va y avoir un blanc. L'autre blanc, celui qui est encore pire, c'est celui du tourné de page. Alors, bon, là, moi par exemple, ça peut m'arriver là, mais c'est une vidéo qui a vocation à faire comprendre. Dans le moment, c'est beaucoup moins éloquent et beaucoup moins sacré ce que je vais faire là que ce que vous ferez vous, je l'espère, bientôt en plaidant. J'ai personne devant moi, mais quand vous avez un auditoire devant vous, il ne faut pas faire comme font certains, ils ont donc leur discours en général, ils lisent leur discours, et puis arrivé à la fin de la page, c'est un... On n'entend que ça, quoi. Vous voyez, le blanc du je tourne la page, il est catastrophique. Vraiment, là-dessus, c'est simple. Si vous avez un plan avec plusieurs pages, ou si vous avez un discours écrit, parce que vous êtes libre de préférer encore le discours écrit, c'est votre choix, trouvez une façon simple de faire en sorte que le tourné de page ne soit pas visible et trop sonore pour l'auditeur. C'est-à-dire que quand vous préparez votre discours, que vous arrivez à la fin d'une phrase, à la fin d'une page, faites en sorte de savoir ce qui vient derrière, le début de la phrase, ou même mettez-le vous tout en bas, de sorte que vous allez continuer à parler. Et dire par ailleurs, mesdames, messieurs les juges, parce qu'il y a autre chose, vous voyez, vous tournez la page sans que cela ne soit un moment de votre discours, parce que ça coupe totalement le rythme, ça annihile l'effet magnifique de la musicalité du discours. Là, c'est un vrai blanc inutile, gênant, qui n'apporte rien. Donc celui-ci, ne le faites pas. Vous continuez à parler, vous regardez votre juge, vous tournez la page, vous savez ce qu'il y a derrière, et donc vous pouvez vous le permettre. Mais le côté tournage de feuilles perpétuel, c'est franchement pas agréable pour un auditoire, et ça enlève de l'authenticité et du charme au discours. Donc faites en sorte d'éviter. Certains conseils, ce que moi mais je déconseille totalement, vous pouvez arriver parfois dans des concours et vous voyez les candidats qui ont tout bonnement, pour éviter d'avoir à tourner les pages, ils vous ont étalé leurs feuilles comme on étale de la confiture sur une biscotte. Il arrive, c'est-à-dire ça va être à lui de plaider, il met les feuilles comme ça. Hop, ça commence dans son bureau et ça finit porte de Bagnolet, le truc. Et il est comme ça, et il plaide comme ça. Non mais alors ça, c'est franchement à éviter. D'ailleurs, un conseil, pendant que j'y pense, numérotez toujours vos pages. C'est bête, mais ça va mieux en le disant. Enfin voilà, il faut éviter d'avoir à tourner les pages de manière très peu éloquente. Et il faut éviter également d'avoir son discours mis comme ça, comme une serpillière sur la table. C'est vraiment pas esthétique et l'esthétique compte en éloquence. Donc évitez, à mon sens, de faire cela. Il faut les passer sans que ce soit un moment du discours parce que là, c'est un blanc. Donc voilà pour le silence. Nécessité ô combien importante, art sans artifice de l'art oratoire, servez-vous-en, osez le silence, comme disait Victor Hugo, lorsqu'ils se taisaient, leurs âmes chuchotaient. Oui, il se crée quelque chose d'inexplicable avec un silence, tout d'un coup, les âmes dans l'auditoire communiquent et communient, tant il est vrai que communiquer vient de communier. Il y a cette chose, parce que l'éloquence, c'est de créer finalement une âme commune avec votre auditoire ou avec vos juges, sans être forcément en adéquation ou dans le même camp, mais créer quelque chose ensemble, d'invisible, mais pourtant de palpable. C'est exactement ça. Et le silence permet ceci. Permet de créer cette chose sans que ce soit forcément outrageusement visible, mais ça crée quelque chose. Dans le même ordre d'idée, après le silence vient la nécessité du regard. Alors là, moi je suis orphelin du regard, puisque je ne regarde que cet appareil, mais comprenez bien cela, et c'est pour ça aussi que je vous disais, le discours intégralement écrit ou le discours appris par cœur vous prive des ustensiles essentiels de l'éloquence,
à savoir l'authenticité de la création, le silence. Les silences sont mal faits quand on a un discours totalement écrit, ça sent le préchauffé, le pré-mâché. Dans la mémoire, en général, on n'a même pas le temps du silence quand on est avec un discours, parce qu'on enchaîne les phrases. Et quand c'est le cas de la mémoire a sa propre autorité sur nous, et elle nous impose un rythme quasiment, sans qu'on puisse en être véritablement maître. Et surtout, quand vous avez ce discours qui est intégralement écrit, vous êtes en tête à tête avec vos feuilles. Alors les candidats, vous les voyez, c'est un coup la feuille, un tac, 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 tac. C'est le Roland Garros de l'éloquence, quoi, vraiment. Mais je ne sais plus où un avocat avait dit ça une fois, la formule m'avait marqué, c'était baisser trop le regard et le charme est rompu. On parle surtout avec les yeux. Ça, c'est Jacques Charpentier qui dit ça. On parle, on plaide avec les yeux. Si vous avez 3 juges, 4 juges, accordez un regard à chacun. Et un vrai regard. Pas un regard juste pour dire c'est bon, je l'ai fait. Non, regard. Je ne sais pas si le regard ou si les yeux sont le miroir de l'âme, j'en sais rien. Mais je sais qu'il se passe quelque chose de fort, de vrai, de puissant dans le regard et qui appuie l'autorité de votre propos. Imaginez une discussion, je ne sais pas si vous avez quelqu'un à séduire et que vous dites « Ne bouge pas, je vais pour séduire ton cœur ici ce soir, t'expliquer en 2 parties et 2 sous-parties à quel point tu ferais bien de me prendre pour partie. » Bon, non, vous allez parler avec vos tripes et avec vos yeux. Vous allez regarder. Donc si vous avez 3-4 juges, regardez les 3-4 juges. Lorsque la salle est bondée, 300 ou 400 personnes, là évidemment vous n'allez pas regarder les 300 ou les 400 personnes. Néanmoins, de toute manière, la foule forme une espèce de chose quasiment comme un bloc, et donc le regard va être attiré tantôt vers un endroit, tantôt vers un autre. Ne vous privez pas de regarder même individuellement quelqu'un dans le public et d'aller regarder ensuite quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut, c'est ne pas rester tout droit parce que là, une partie de l'auditoire se sent exclue. Vous pouvez prendre un point d'appui, ce qu'on appelle un point d'appui dans le regard, c'est-à-dire regarder quelqu'un les 2-3 premières minutes ou un point, et puis ensuite vous allez doucement, doucement être dans une forme de regard successif. Mais il faut préférer ce que je fais là, c'est-à-dire que j'imagine qu'ici il y a quelqu'un, que je parle, que je plaide, et puis après son camarade un petit peu plus haut, puis je descends un petit peu plus bas. Selon le moindre chose, si quelqu'un bâille ou éternue ou quelque chose, je peux m'en servir, je vais le regarder. Mais il faut préférer être dans le regard, les regards successifs, plutôt que dans ceux qui juste balayent. Il y en a qui, quand ils plaident dans l'auditoire, c'est une machine, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, ils donnent le tournis. Il faut éviter d'être dans le balayage du regard. Regardez. Vos yeux ont de la magie. Et je le dis en sachant que c'est un exercice difficile, surtout au début. Parce que étonnamment, lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux, devant un auditoire, devant un public, devant un jury, on a l'impression qu'ils peuvent aller aux confins de nos secrets les mieux gardés, ce qui est très intimidant. Mais c'est à ce prix-là que vous serez véritablement éloquent. Donc, simple, osez le regard. Après le silence et le regard se pose la question du geste, communément appelé la gestuelle. Comme je vous disais, je ne suis pas très fan du singulier la gestuelle, il y a des gestuelles. D'abord et avant tout, la gestuelle, comme tout le reste en éloquence, est une question d'adaptation à la cause et au lieu. C'est-à-dire que si vous allez voir un concours et une plaidoirie, je ne sais pas moi, sur une affaire civile, un contrat de mariage, et que vous avez quelqu'un qui commence à faire des grands effets de bras et des grands effets de voix en disant mais c'est l'avenir du code civil qui se joue ici, comme on le voit souvent, on a envie de lui dire bon, t'as pas pris tes cachets, ça va aller, on va appeler les gens en blouse blanche, ils vont venir, tout va bien se passer. C'est une question d'adaptation permanente. Moi j'ai vu les mêmes avocats en cour d'assises, mais transcender au fur et à mesure de leur plaidoirie, parce qu'il y avait en jeu quelque chose d'important. J'ai vu des chefs d'entreprise parler devant des auditoires de 20 ou 30 personnes, mais dont une grande partie de l'avenir de la société en dépendait, et c'était incroyable comment ces hommes se subliment, et le même avocat qui en cour d'assises était sublimé, devant, je sais pas, à Fleury-Mérogis, devant une petite salle avec un juge d'application des peines,
ou dans une autre ambiance, là le rythme est beaucoup plus apaisé, les gestes sont moins virulents. Voilà, il faut savoir s'adapter en permanence. On ne plaide pas devant 900 personnes comme on plaide devant 4 personnes. Le ton, la voix, le rythme, les aigus, les sonorités, les octaves, si j'ose dire, ne sont pas les mêmes. Donc il y a une question d'adaptation permanente. Néanmoins, de manière réelle, comme je vous le disais en début d'intervention, la question d'être assez droit, d'être assez stable au sol. Il ne s'agit pas d'être stable tel un piqué. Trop d'instabilité nuit, mais être rigide comme un poteau nuit aussi à votre discours. Donc sentez-vous libre d'osciller un petit peu comme ceci, comme cela, de tourner votre buste, de faire un petit pas par-ci, un petit pas par-là. Ce qu'il faut, c'est surtout pas, comme beaucoup le font, et c'est une des conséquences du stress, il y en a qui n'arrêtent pas de bouger, qui oscillent de gauche à droite comme une pendule. Il faut rester quand même un minimum ancré au sol. Ne commencez pas, vraiment, il y a tellement de candidats qui font le tour du monde, on ne sait pas si c'est l'éloquence ou le Tour de France, ils ne s'arrêtent pas, ça va de droite à gauche, ça regarde le plafond, le sol, tout sauf être ancré en fait face à leur juge. Et donc ils se privent inévitablement de la force de conviction. Donc véritablement là-dessus, il faut que vous soyez sûr de vous. Alors en revanche, qu'on s'entende bien, devant 4 personnes, vaut mieux rester le plus droit possible sans être stoïque. Mais en revanche, quand vous avez vraiment, pour reprendre le même exemple tout à l'heure, un auditoire, je ne sais pas, dans un amphithéâtre qui est plein de 500 ou 600 personnes, là vous ne pouvez pas rester stoïque et droit. Vous pouvez vous permettre, justement, pour qu'aucune partie de l'auditoire ne se sente exclue, aller un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. C'est beaucoup moins grave devant un amphithéâtre que devant un jury, quel qu'il soit, composé de 4 ou 5 juges, où là, effectivement, vos mouvements, s'ils sont trop répétitifs, vont être parasites et gênants. Et aussi, ne pas oublier de ne pas être avachi sur le pupitre ou la table qui est devant vous. Le contact, oui, mais il ne s'agit pas de commencer à faire l'amour à la table qui est devant vous, ni au pupitre qui est devant vous. Vraiment, je vous le déconseille. Et puis en plus, c'est quasiment un viol, il ne peut pas exprimer son consentement. Là, je pars complètement en vrille, c'est parce que j'ai fait ça juste avant. Pas le viol, hein, le viol en droit pénal. Voilà. Est-ce que je vais refaire toute la vidéo pour ce moment étrange? Non, je le garde comme vous aurez l'occasion de voir que lorsque vous improvisez un petit peu, que vous laissez aller à la digression, il y a des moments comme ça où vous allez faire un lapsus, une idée, un jeu de mots qui va sonner étrangement. C'est pas grave, tout est bon dans ces moments-là d'improvisation, d'authenticité. Amusez-vous de vos façons de digresser, douteuses parfois. Moquez-vous de vous-même, c'est pas grave, l'auditeur n'est pas un tyran, l'auditeur aime bien cette authenticité, l'auditeur aime bien cette simplicité avec lui. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la gestuelle. J'en viens à l'autre point important du non-verbal, la question du rythme, mesdames, messieurs, du ton, de la musicalité du discours. On a déjà dit pas mal de choses au fil des vidéos là-dessus, mais on va répéter l'essentiel. Il faut absolument varier les tons, comme les registres d'ailleurs, mais varier les tons, varier les rythmes. Ce qu'il y a de pire, et on y revient à la question du texte appris par cœur ou du texte lu, c'est que c'est pendant 10 minutes quasiment la même rythmique, parce que quand on parle tous les jours dans la rue, on adapte en permanence notre discours, notre vocabulaire et surtout notre ton, notre rythme à ce dont on parle, avec qui on parle. Se priver de ça, c'est une erreur. Et pour le coup, avoir un discours écrit, vous êtes enfermé dans une musicalité qui ne vous appartient plus tout à fait. Vous forcez le trait. Et donc ça donne un rythme toujours le même. Vraiment, regardez les concours, vous verrez, regardez, il y a plein de vidéos sur YouTube, allez voir des concours, allez voir des conférences où c'est lu. Alors il y a soit les plus de 50 ans, c'est en général, bien donc comme nous l'avons dit, comme nous l'avons vu, nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie de cette conférence, de ce colloque. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et puis les jeunes qui font des concours d'éloquence, c'est toujours quelque chose du style la pauvre enfant n'avait pas, elle ne savait pas. Nanana 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 nanana. Parfois vous faites des suspens. Nanana mais elle reprend. Nanana nana nana
Non, non. C'est insupportable. Et surtout, c'est aux antipodes de ce qui est nécessaire dans le rythme pour pouvoir être en adéquation avec le rythme de qui écoute. Le rythme de la compréhension est calqué sur le rythme naturel de la pensée, de la parole. Ce qui fait que vous pouvez être bien compris, c'est parce qu'il y a ce petit temps infinitésimal, mais si important lorsque vous parlez à quelqu'un. Ce n'est pas tout d'une traite comme un TGV. Alors quelqu'un qui lit, ça va trop vite et le rythme est trop répétitif et donc lassant. Il faut savoir varier à la fois les registres et également le ton. Ça va avec. Et d'ailleurs, quand vous variez les registres, vous variez le ton. On ne parle pas de la même manière dans un moment d'élan, de pathos, de franchise, de sincérité, de lourd, comme on va utiliser un ton sur une petite digression ou sur un ton humoristique. Mais dans les deux cas, il faut savoir varier les tons et les registres. C'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Boileau. Je vais vous lire le passage dans le texte. C'est pas très long, mais c'est très important. Nicolas Boileau dit ceci. Alors, il le dit pour le poète, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire dans une vidéo, je vous conseille vraiment l'art poétique. Tout ce qu'il dit pour le poète, c'est valable pour l'orateur quasiment, à 2 ou 3 exceptions près. Et puis c'est un plaisir à lire, c'est une perfection rythmique pour le coup, Nicolas Boileau. Vous voulez du public mériter les amours? Sans cesse, en écrivant, variez vos discours. Un style trop égal et toujours uniforme, en vain brille à nos yeux, il faut qu'il nous endorme. Heureux qui dans ses vers, c'est d'une voix légère, passer du doux au grave, du plaisant au sévère. Variez les registres comme vous devez varier les tons. C'est extrêmement important. Qu'il soit dit en passant, je l'ai dit dans une vidéo précédente, mais l'exorde doit commencer avec cette musicalité, de la continuité du silence qui vous vient. Vous ne serez jamais aussi intriguant et on n'aura jamais autant envie de tendre l'oreille si vous commencez dans des tonalités raisonnables. Il n'y a rien de pire et ils sont nombreux. Les candidats à qui commencent vraiment 3 tons au-dessus. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, la question qui se pose ce soir... Non, mais si tu commences là, parce que par définition, l'éloquence, l'art oratoire, le discours, ça va devoir monter crescendo, tu vas forcément vriller à un moment donné, soit tu perds une corde vocale, soit tu perds l'oreille de quelqu'un. Dans les deux cas, la perte est regrettable, donc commencez bas. Si vous avez un grand amphi, adaptez-vous bien sûr. Si vous n'avez pas de micro, il y a peu de temps, j'ai fait un procès fictif, c'était très agréable, très marrant, le procès de l'infidélité. Oui, certaines associations sont très inventives. Et on était dans un très grand amphi de la Sorbonne, enfin de Tolbiac, c'est pas exactement la même chose, pas d'amalgame, mais on n'avait pas de micro, et franchement, il y en avait qui étaient vraiment assez loin de nous parce que l'événement a intéressé beaucoup de gens. Infidélité, va savoir. Mais donc, il a fallu commencer un petit peu haut. Mais en général, si vous avez un grand amphi, vous allez avoir un micro, donc vous n'avez pas besoin de crier. Et si vous avez 4 juges devant vous, je vous jure, il n'y a rien de pire pour perdre l'attention de quelqu'un qui a 7 mètres de vous, de lui crier aux oreilles. Il faut donc toujours être dans le ton adéquat. Et pour le coup, l'exorde doit commencer assez basse. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, vous voyez? Et là, la musicalité va venir naturellement. Donc l'exorde doit être bas. Et quand vous arrivez vers la péroraison, également. Ça a été dit, redisons-le un bon coup. Quand vous arrivez vers la péroraison, annoncez-le à l'oreille de votre auditeur, pour vous, et surtout pour lui, qu'il sache qu'on va vers la fin. Et vous devez normalement descendre un peu le ton. Sauf si vous avez fait le choix inverse, qui est possible, de la péroraison qui finit en envolée. D'un coup, d'un seul, très fort. Il y en a qui le tentent, mais en général, ça arrive très souvent que ça prend pas. Le candidat fait quelque chose, et c'est pour ça que je vous le dis. Et là, vous avez l'auditoire qui sait pas trop. Tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Alors il vous le dit en général. Ça y est, j'ai terminé, vous pouvez applaudir. Bon, une fin de discours où il faut préciser que c'est la fin, c'est vraiment la fin. C'est la fin de l'éloquence, il ne faut pas faire ceci. Donc, sauf si vous maîtrisez vraiment bien l'exercice, faites en sorte que toujours la musicalité
correspondent au moment du discours sur le fond et sur la forme. Voilà pour cette vidéo concernant le non-verbal et la peur. Merci de m'avoir écouté.